l'esprit d'avancer. Comme ça, elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. Monsieur Kalengai. Monsieur le Président, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda sert de receleur, et le président Kagame récemment a dit que, évidemment, le produit passe par le Rwanda et vont ailleurs. Voilà. Où est-ce que ces produits vont? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec les Rwandais, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons identifié les vrais négociateurs, parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources va donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la triptyque notamment, comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix. Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer, mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs vous lui avez quand vous achetez, je lui ai dit ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes
assimilés aux voleurs. Donc l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élysée Odia. Et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union européenne. Madame Élysée Odia, allez-y pour votre question. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Merci à Excellence honorable Patrick Mouyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Mouyaya où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. C'est que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable Excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Moi, je savais que cette question reviendrait, mais bon, le Président aura l'occasion d'y répondre. Merci, Madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo comme on l'avait humiliée en 2013 avec ces mêmes pantins du M23 qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler Lingala ou des choses comme ça, on attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont des Rwandais, des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès. Et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, Madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême.
pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bomboka. Vous parlez des budgets, vous parlez d'économie. Et puis ce sera Pichou Moulumba, puis Christian Lusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat infrastructure 8, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve qu'en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion.
Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption. Évidemment, comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? Ben, c'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux,